bonjour à tous et bonjour Patrice Ken. Bonjour. Bonjour, vous êtes depuis presque 10 ans maintenant le PDG de Thales, de tout le groupe, et on peut dire que votre groupe se porte plutôt bien, hein, puisque par exemple entre janvier et mars, vous avez enregistré plus de 5 milliards d'euros de commandes. C'est une hausse de 46% par rapport à l'année précédente. Votre chiffre d'affaires va bien aussi, 20 milliards, c'est ça? Environ 20 milliards Pour tout le groupe? pour tout le groupe. Moitié-moitié défense civile? Moitié défense, moitié non-défense, tech, voilà, de la tech. Alors sur la défense, vous êtes tiré notamment vers le haut avec l'entrée en vigueur de la troisième tranche des 18 Rafales pour l'Indonésie, et puis le contrat avec la DGA pour développer une nouvelle génération de sonars qui vont équiper les SNLE. Et puis aussi, il y a un domaine où vous performez, c'est l'intelligence artificielle, on va en reparler, avec Cortex, qui est un accélérateur pour justement aller plus loin dans ce domaine. Quelles sont les nouveautés que vous présentez ici à Eurosatory? Alors pour nous, c'est l'occasion de revoir tous nos grands clients, français bien sûr et étrangers, et puis de montrer nos produits d'aujourd'hui, de demain en fait, hein. Donc pas mal d'équipements, de systèmes, d'aide à la décision. Et cette année, on a fait un focus sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a décidé d'accélérer dans ce domaine-là, en montrant tous les produits qui intègrent déjà de l'intelligence artificielle. Et par exemple? Par exemple, des systèmes optroniques qui permettent effectivement de, je dirais, automatiser de la reconnaissance de cibles d'intérêt, dans des radars, par exemple, pour pouvoir effectivement améliorer l'efficacité de nos radars, et dans des radios aussi, pour enlever le bruit de fond dans les radios, hein, voilà, un petit peu comme les casques Bose qui vous le font pour l'écoute, voilà, à base d'intelligence artificielle. Voilà, donc on dopte nos produits à l'IA un peu partout. Et vraiment pour les armées, c'est incontournable maintenant, l'intelligence artificielle. Oui, parce que finalement, ça augmente l'efficacité de ce qu'on leur propose. Je dirais, il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on l'améliorait par de l'électronique qui devenait analogique, etc. Le nouveau saut maintenant, effectivement, c'est d'utiliser ce logiciel qui est partout pour mettre de l'IA, des algorithmes effectivement qui vont décupler la performance de ces senseurs. On fait pareil dans les systèmes d'aide à la décision, hein, les C2, les C4I, selon le jargon militaire. Et puis un autre domaine aussi qui commence à prendre son importance, c'est le quantique. Oui. Alors comment vous travaillez dessus? Qu'est-ce que vous avez Le quantique, c'est un tout petit peu plus loin, on n'est pas pour tout de suite. Pour autant, les choses avancent bien, notamment dans deux domaines sur lesquels le groupe est positionné, les capteurs quantiques et les communications quantiques. Le troisième grand domaine, je dirais, qui est plutôt celui d'Atos, hein, qui est le calcul quantique. Hein. Je dirais, on l'utilise, mais on ne sommes pas, je dirais, en charge d'eux. Et dans effectivement les capteurs quantiques, on est en train d'utiliser ce que j'appelle les bizarreries finalement de la physique quantique, pour améliorer ces capteurs d'un facteur 1000, ce qui est absolument considérable. On change d'échelle. Donc effectivement, on s'y intéresse. On a plus d'une centaine de chercheurs qui travaillent sur ces technologies. Et quand est-ce qu'un jour, ça sera concrètement utilisable, à votre avis? On n'en est plus très loin. Alors je dis moi quelques années. En fait, je dirais les démonstrations dans les laboratoires, elles existent. Je peux vous inviter dans nos laboratoires Palaiso, par exemple, volontiers, pour venir les voir. On est plutôt maintenant en train de se poser la question de comment passer de prototypes de laboratoire à des objets industriels. Voilà. Ce qui n'est pas d'ailleurs une mince affaire, c'est pas quelque chose de totalement facile. Et puis, je dirais, trouver aussi des clients. Quand on prend par exemple une centrale inertielle 1000 fois plus performante que celle qu'on voit à Airbus, qui est déjà fantastique, pour autant, il faut avoir besoin de cette performance décuplée. Et c'est vrai que c'est plutôt le militaire qui, en général, est en avance en termes de performance. Effectivement, avoir un sous-marin nucléaire qui a besoin de centrales inertielles pour éviter de refaire surface régulièrement, voilà. Eh bien oui, ça, effectivement, ce sont plutôt les applications militaires qui vont tirer ces performances qui seront décuplées, effectivement, avec les technologies quantiques. Alors, on va revenir à aujourd'hui. Comment ça se passe une fois que vos équipements sortent des usines? Quelle capacité vous avez pour livrer les forces? Alors, on a augmenté ces capacités, effectivement, avec un besoin qui est aujourd'hui plus fort que jamais. Hein. C'était en fait déjà le cas, si je puis dire, avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'a fait que renforcer, confirmer ou accélérer. Mais on voyait déjà effectivement cette montée en puissance arriver.
tout simplement parce que la situation géopolitique est assez dégradée en fait, et de plus en plus de pays veulent renforcer leur défense pour se protéger. Du coup, concrètement, pour vos usines, ça veut dire quoi? Vous avez doublé, triplé les cadences? Alors on les a quasi triplés pour les radars, puisqu'on est passé d'une dizaine de radars par an, 25 cette année et probablement 30 l'année prochaine, donc presque 3 fois plus en quelques années. Et puis l'autre exemple, effectivement, on a communiqué dessus à l'occasion de ce salon, la production de mortiers de 120. Nous sommes passés, il y a 2 ans, on en faisait 20 000 par an. Voilà. Et là, parce qu'on veut dire, il y a 4 ans, c'était presque 0 d'ailleurs. Dans 2 ans, on sera à 80 000. Multiplié par 4 en l'espace de 4 ans. Vous avez déjà des commandes ou... Oui, c'est appuyé, si je puis dire, sur des commandes et aussi des prévisions de commandes. Parce que de plus en plus, on est obligé de raisonner en flux et non pas en projet ou programme, qui permet effectivement de livrer les clients à plus courte échelle de temps. Alors justement, à propos des flux, est-ce que vous avez des problèmes, entre guillemets, de stock ou pas? Alors de stock, pas tellement. Nos difficultés sont plutôt, je dirais, dans la montée en puissance pour nous accompagner de nos propres sous-traitants, dans la supply chain, comme on dit en bon anglais ou en mauvais français. Et effectivement, sorti de la crise Covid, il y a eu une crise très aiguë sur les composants. Toute l'industrie a souffert par manque de composants. On est à peu près sorti de cette période depuis début 2023, depuis une grosse année maintenant. Pour autant, d'autres points de stress sont apparus, les cartes électroniques, certaines pièces mécaniques. Voilà. Et on voit effectivement cette supply chain qui est souvent duale d'ailleurs, qui sert aussi bien les grands programmes Airbus, par exemple, en France, que les problèmes de défense, être, je dirais, appelés à produire beaucoup plus vite, et avec des entreprises qui ont du mal à investir, qui sortent de la crise, et effectivement, certains goulots d'étranglement. Et puis vous avez signé ce matin avec Eurenco un partenariat, un accord, c'est pour la poudre, c'est ça? Absolument. Effectivement, Eurenco nous garantit, si je puis dire, un certain volume de poudre essentiellement pour assurer la propulsion d'un certain nombre d'objets, typiquement des missiles ou des roquettes ou autres. Et inversement, depuis l'Australie, nous avons une usine de fabrication de TNT et de RDX, donc des éléments finalement qui servent pour la charge explosive cette fois-ci. Et nous leur garantissons un certain volume de production dans les années à venir. Donc c'est un échange croisé en fait. Donc la poudre va partir en Australie, c'est ça, j'ai bien compris? Alors, Eurenco va nous fournir en France, on en a besoin. Et par contre, nous, depuis l'Australie, nous allons servir Eurenco. Voilà, ok, très bien. Donc en fait, par rapport à l'exigence du président de la République qui a été exprimée il y a 2 ans sur l'économie de guerre, Thales est... On a fait le job, si je puis dire. Voilà. Le job. On a rempli notre part du contrat. Je pense sincèrement qu'on a fait le job. De toute façon, les intérêts, entre guillemets, étaient alignés, comme on dit dans le jargon. Voilà. Il n'y avait pas de raison de s'opposer ou de diverger sur une telle ambition. La question était plutôt de savoir à quel rythme, est-ce qu'on peut aller plus vite. Je pense que c'était ça qui était plutôt en discussion que l'objectif final. On a fait le job. On a embauché énormément de personnes, puisque nous, finalement, notre matière première, c'est les cerveaux, essentiellement. C'est beaucoup de cerveaux. 50 000 personnes en 5 ans, donc au niveau mondial, pas que pour la France, mais juste pour donner la volumétrie, effectivement, de l'effort de recrutement du groupe. Et puis, on a aussi énormément investi dans nos outils de production, mais aussi dans nos outils d'ingénierie, parce que chez nous, la part de développement est aussi très importante. Il n'y a pas que la production, il y a le développement. Et là, on est passé de 300 et quelques millions d'euros. Alors, c'était au creux pendant la crise Covid, c'est vrai, mais à plus de 700 millions d'euros d'investissement cette année. Et vous êtes à votre maximum ou vous pensez qu'un jour, vous pourrez encore accroître vos capacités de production? La vocation d'un industriel, de toute façon, c'est de suivre les besoins. Donc, si effectivement le marché devait avoir encore plus de besoins, je veux dire, là aussi, c'est notre travail au quotidien que de faire en sorte que ce besoin, on soit capable de le servir en augmentant à nouveau les capacités de production et aussi les talents qui nous rejoignent. Vous avez eu certains contrats aussi, je crois, avec les GM200. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu où on en est sur ce dossier? La famille GM, parce que c'est en fait une famille de radars. GM, ça veut dire Grandmaster. Je pense qu'aujourd'hui, on en a vendu plus de 200 dans le monde. Depuis le départ de l'histoire, donc il y a quelques années maintenant. Plus de 200 dans le monde. Et effectivement, notamment la guerre en Ukraine a, je pense, remis parmi les priorités ou les choses importantes comment on sécurise son espace aérien, le ciel. Et on voit effectivement l'Ukraine qui fait face à un feu régulier de missiles, de bombes, d'obus, etc. Arriver à protéger son espace aérien est à nouveau une priorité importante. Je pense qu'un certain nombre de pays s'en étaient un peu désintéressés
parce que en temps de paix ou équivalent, voilà, c'est pas quelque chose qui apparaît au premier plan. On redécouvre cette nécessité, effectivement, de sécuriser le ciel. Vous avez livré très récemment justement à l'Ukraine un deuxième système de défense antiaérienne. Oui. C'est un don de l'État français ou c'est un achat C'est une acquisition pour le coup, vraiment. Alors l'Ukraine elle-même est refinancée après par d'autres bailleurs de fonds, si je puis dire. Mais c'est un contrat classique entre l'Ukraine et Thales France pour fournir un radar GM200 et le système de command and control qui permet effectivement de le mettre en liaison avec les systèmes d'armes qui existent en Ukraine. Il y a d'autres contrats qui vous commandent qui se profilent avec l'Ukraine, soit directement, soit indirectement. En fait, depuis le début de la guerre, on a livré énormément de choses en Ukraine. Oui. Que ce soit d'ailleurs, quand je dis on, c'est un peu un on collectif. Il y a eu pas mal de stocks étatiques qui ont été donnés. Mais ces stocks, après, ils sont recomplétés. Donc, en fait, ces mêmes États se retournent vers nous pour recompléter les stocks ou bien ont été livrés directement par Thales. Donc, effectivement, en Ukraine a été livré des milliers de missiles de notre filiale britannique, des missiles essentiellement sol-air, mais aussi des missiles anti-chars. Des milliers, ça veut dire combien ? Écoutez, les chiffres, je ne sais pas s'ils sont publics, mais entre 5 et 10 000 de chaque catégorie, on va dire ça comme ça. C'est à peu près le volume qui a été donné ou vendu en Ukraine et recomplété ensuite. Des radars, on en a parlé, des équipements optroniques aussi pour permettre aux fantassins de combattre de jour comme de nuit. Des radios aussi qui sont montés dans des véhicules qui eux-mêmes ont été livrés en Ukraine. Des véhicules de Thales qui viennent d'Australie qui ont été aussi donnés en Ukraine. Et bien d'autres. Je voudrais terminer avec les technologies habilitantes qui vont servir à faire la différence en fait sur le terrain. Et en ce qui vous concerne, il y a eu une planification d'opérations militaires où votre démonstrateur qui participait a été remarqué. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu et nous expliquer finalement le retour d'expérience de cet exercice ? En fait, les technologies habilitantes, elles sont de plusieurs sortes. On a parlé un peu de quantique tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu d'IA, pour aussi de parler de cyber. Effectivement, ce n'est pas un marché en soi, on ne vend pas du quantique ou de l'IA. Ce sont bien des technologies qui rendent possible, d'où le mot habilitante. Et sur tout ce qui est préparation de mission, planification, des systèmes, je dirais, déjà perfectionnés, mais somme toute traditionnels, c'était plusieurs heures, parfois même plusieurs jours pour préparer une mission. Parce que la combinatoire est complexe, finalement, entre des éléments de météo, des éléments géographiques, la localisation des positions ennemies, les types de manœuvres possibles, la combinatoire est extrême. Et donc, pour, je dirais, balayer tout le panel du possible, les chefs militaires peuvent mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour essayer de trouver la meilleure combinaison possible. Avec de l'intelligence artificielle, on va gagner un temps considérable. Voilà. Ouais. Donc, on va passer de plusieurs heures ou plusieurs jours à quelques minutes, finalement, pour essayer d'optimiser ou proposer au chef militaire la meilleure manœuvre possible, en tout cas telle que vue par la machine. Et donc c'est Cortex, c'est ça son nom ? Oui, on a trouvé un petit nom pour accélérer en IA, donc on l'appelait Cortex, avec un jeu de mots, le AI de intelligence artificielle. Ouais. Je vous remercie infiniment en tout cas Merci beaucoup. De nous avoir consacré ce temps. Et bonne fin de salon avec plein de commandes, même si ce n'est pas forcément ici que ça se passe, vous me disiez. Ça va être un très bon salon. Merci. Merci monsieur.